Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle séance de l'Université populaire d'Histoire. Alors ce soir, nous allons parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, bienvenue à Beata Umubyeyi-Meresse, qui est écrivaine, qui a publié l'année dernière le récit Le Convoi, qui est son 8e ouvrage, qui est rescapé du génocide des Tutsis au Rwanda. Et son dernier livre donc, a reçu le prix Essai de France Télévisions, si je ne m'abuse. À côté de moi, à ma droite, Hélène Dumas, qui est déjà venue à l'Université populaire d'Histoire il y a déjà quelques années, après la parution du Génocide au village, qui est un de ses premiers ouvrages consacrés donc, à ce génocide des Tutsis au Rwanda, Hélène Dumas étant historienne, chargée de recherche au CNRS. Elle a publié également en 2020 Sans ciel ni terre, sous-titré Paroles orphelines du génocide des Tutsis, 1994-2006, aux éditions de la Découverte en 2020. Le livre a reçu le prix lycéen à Blois. Je le souligne au passage, parce que ce n'est pas forcément un prix auquel on aurait pensé initialement. Et le livre a été réédité en 2024. Et j'ai oublié de signaler que Le Convoi a été édité chez Flammarion. Voilà. Alors, peut-être pour commencer cette rencontre, après la projection du film de Bernard Belfroid, qui va être rediffusé tout à l'heure à 20h30, donc 1001 collines, ce documentaire qui a été choisi et proposé par nos deux invités. Je vais leur demander peut-être déjà de rappeler peut-être les faits saillants et spécifiques à ce génocide. C'est vrai que quand on lit vos deux ouvrages, même bien sûr on a entendu, enfin on connaît ou on croit connaître les caractéristiques essentielles de ce génocide. Il n'empêche qu'à la lecture de ces livres, on est toujours stupéfait. Surpris à la fois de l'ampleur, de la rapidité de ce massacre, du mode opératoire, du caractère collectif, de la non-intervention occidentale. Enfin voilà, comment tout ça s'est passé. Il s'agit juste d'une introduction et après on enchaînera plus particulièrement bien sûr sur chacun de vos ouvrages. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais tenir ici un peu le pupitre historien, mais voilà, Beata me complétera. C'est très difficile, évidemment, de résumer un événement d'une telle ampleur en quelques mots et en quelques minutes. Bon, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que cette entreprise d'extermination qui a visé les Tutsis au Rwanda à partir donc, du 7 avril 1994 s'inscrit dans la généalogie des autres génocides du XXe siècle. Ce n'est pas un génocide exotique, un génocide africain, comme on a pu le lire et comme on peut encore malheureusement le lire aujourd'hui. Si l'on s'attarde sur la dimension intellectuelle, idéologique du génocide des Tutsis, eh bien, il puise donc ses racines dans le temps colonial. Et ce temps colonial, c'est un temps de la culture européenne qui est obsédée de classification raciale. Donc, la même matrice qui a donné naissance à l'antisémitisme moderne a également donné naissance au racisme qui va justifier à la fin du XXe siècle une prétendue différence au nom de laquelle eh bien, les tueurs vont justifier le massacre. Donc ça, c'est la première chose, je pense, à bien avoir en tête. Peut-être une image qu'on peut avoir aussi du génocide des Tutsis, c'est que on a souvent parlé de génocide à la machette, de génocide artisanal, un peu avec une forme de sensationnalisme. Il faut savoir que ce génocide est le produit de la modernité étatique. Sans État, il n'y a pas de génocide. Alors peut-être que l'une des grandes singularités de ce génocide, c'est effectivement une logique d'inversion meurtrière des liens sociaux. Et ça, c'est vraiment, je pense, une caractéristique très spécifique dans son ampleur
au génocide des Tutsis, c'est-à-dire que les voisins, des coparoissiens, parfois des membres de la même famille au sens élargi, eh bien, ont contribué à l'identification, à la traque et à la mise à mort, non pas de victimes anonymes, mais très souvent de leurs proches. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, si je puis dire, en tant qu'historienne, enfin, ce qui m'intrigue, la question que pose cet événement majeur de notre contemporain, c'est la question de l'efficacité. Comment a-t-il été tout simplement possible d'assassiner un nombre aussi considérable de personnes en un laps de temps aussi court? Je rappelle, ce sera probablement plus d'1 million de victimes qui ont été assassinées. 1 million de victimes ont été assassinées en moins de 3 mois, du 7 avril 1994 à la mi-juillet de la même année. Et encore, il faut regarder plus précisément la chronologie, et selon les études dont on dispose, 50% des victimes du génocide ont été assassinées dans les 2 semaines seulement qui ont suivi le début des massacres, le 7 avril 1994. Donc c'est cette question qui personnellement, est la question centrale dans mon travail, c'est d'essayer de mettre au jour les ressorts de cette efficacité meurtrière. Et attends, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce que vous pouvez simplement nous donner peut-être des proportions de population, Hutu et Tutsi, parce que les Tutsis sont une minorité par rapport aux Hutus, et pour les gens qui ne connaissent pas forcément sachant que ce qui est peut-être important de dire aussi, c'est que ces deux populations, on va le dire comme ça, sont mélangées, complètement vivent côte à côte, au quotidien, depuis... voilà, c'est pas... Alors, Hélène, tu pourras donner sans doute des informations plus carrées. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Celles et ceux qui sont au fond, il y a encore des places devant si besoin. Mais on essaye de parler le plus fort qu'on peut. Moi, je me rappelle que j'ai grandi dans un pays où il était dit plus ou moins que les Tutsis représentaient 14% de la population. Les Twa, qui est le 3e groupe, représentaient 1% de la population et le reste, donc la vaste majorité, était Hutu. Maintenant, ces chiffres étaient produits lors de recensements faits par un État raciste dont les bases, dès l'indépendance, la République était une république racialisée qui visait à faire entendre et diriger le pays par la majorité Hutu, qui était d'ailleurs considérée par l'État comme étant les vrais Rwandais. Et c'est ce que Hélène a abordé assez rapidement il y a quelques instants, l'idée de dire, et ça c'est vraiment l'histoire qui a été produite par la colonisation belge notamment, ça avait commencé déjà avec la colonisation allemande et ensuite a été enseignée pendant des décennies, qui disait que les Hutus, les Tutsis et les Twa, d'abord on parlait de races à l'époque, étaient des races différentes, puis ensuite des ethnies différentes. Ce qui est important de savoir, c'est que concrètement, moi, le pays dans lequel j'ai grandi, tout le monde parlait la même langue. Il y a une seule langue partagée par les Rwandaises et les Rwandais depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, qui est le Kinyarwanda. Tout le monde avait à peu près la même culture précoloniale et ensuite continuée, et la religion pratiquée avant la colonisation et avant la christianisation était partagée par tous et toutes. Donc c'est comment, à partir d'un groupe qui, vu de l'extérieur, devrait être considéré comme une seule nation, on arrive à construire, antagoniser, construire un antagonisme et construire des groupes différents qui se vivent comme différents et qui
parviennent aussi, pour celui qui est la majorité, à dire de l'autre groupe, les Tutsis, que ce ne sont pas des vrais Rwandais, que ce sont des étrangers qui sont venus vers le XIVe ou le XVe siècle d'Éthiopie, descendus le long du Nil et sont venus coloniser les vrais autochtones qui auraient été les Hutus. Évidemment, ça, c'était vraiment une construction née du fantasme raciste des colons de la fin du XIXe et du début du XXe. Alors, on va aller directement maintenant à vos ouvrages, si vous voulez bien. Donc, Beata Mubyeyi-Mérès, donc le titre de votre livre, c'est Le Convoi, qui fait référence au convoi humanitaire, grâce auquel vous avez pu être sauvé avec votre mère, au mois de juin 1994. Donc, c'est votre 8e livre. Vous avez fait 7 livres auparavant qui étaient plutôt des fictions. Et donc, pour la première fois, vous décidez à un moment donné d'écrire un récit qui est tiré de votre vie, de votre expérience, et particulièrement de ce moment-là. Vous ouvrez le livre en revenant sur les 2 mots qui vous ont, en quelque sorte, poursuivi, le mot génocide et le mot Rwanda, qui, en quelque sorte, sont des mots qui pèsent très lourd et qui vous encombrent, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment cette enquête, parce qu'il s'agit bien d'une enquête, pour retrouver comment ce convoi a été organisé et quelles sont les traces en termes d'images photographiques ou d'images audiovisuelles, ont pu être enregistrées, et comment vous pouvez y avoir encore accès. Donc, comment ce livre-là, finalement, comment il se met en place sur un temps assez long, finalement, hein. Est-ce que vous pouvez le raconter ? Ce livre est le résultat de 15 ans d'enquête que j'ai mené à la recherche, dans un premier temps, d'images. Quelles sont ces images ? Comme vous venez de le dire, j'ai pu quitter le Rwanda le 18 juin 1994, donc quelques semaines avant la fin du génocide, avec ma maman. Nous nous étions cachés pendant 2 mois, plus de 2 mois, et nous avons pu sortir du pays, donc quitter la ville de Butare, qui est dans le sud où je vivais avec ma mère, pour aller au Burundi voisin, grâce à un convoi de camions organisé par une ONG qui s'appelait Terre des Hommes. Peu de temps après qu'on ait traversé, des gens nous ont dit « On vous a vu à la télévision, à la BBC ». Et je n'ai rien fait de cette information pendant les premières années de ma vie. Je suis assez rapidement arrivée en France, où j'ai été dans une famille d'accueil, où j'ai pu reprendre ma scolarité, puis j'ai fait ma vie de survivante. Et ce n'est que vers 2007, au moment où mon mari et moi attendons notre premier enfant, qu'il me convainc de repartir à la recherche de ces fameuses images de la BBC. Et s'enclenche alors une enquête qui va être longue. À ce moment-là, je ne suis pas du tout encore écrivaine, je n'ai encore rien écrit, ou en tout cas rien de publiable. Et je cherche les images sur lesquelles je pourrais me retrouver. Et cette enquête va m'emmener de surprise en surprise, de déception en déception. Une fois que je n'ai pas trouvé les images sur lesquelles je me trouve, mais des images de ce convoi, je pars à la recherche des enfants qui sont sur ces images-là, qui y figurent, en me disant mais peut-être que elles et eux sont aussi à la recherche de traces de cette histoire. Et de fil en aiguille, je vais retrouver les humanitaires qui ont organisé ces convois. Et je réalise finalement que c'est un homme et un Suisse qui travaille pour Terre des Hommes suisse, qui est arrivé seul au Rwanda. Et sa compagne qui le rejoint un peu après, qui elle travaille pour Terre des Hommes Italie, donc c'est la même ONG. Et aidés d'une poignée de personnes, ont réussi à évacuer plus de 1000 enfants pendant le génocide. Une partie sont des enfants qui étaient des orphelins d'avant le génocide ou des enfants handicapés, donc indifféremment Hutus et Tutsis, mais une autre partie grande est constituée d'enfants qui,
pendant le mois de juin sont encore en vie et que les gens ramènent là en espérant les sauver. Donc je retrouve ces humanitaires, et puis je retrouve quelques enfants, puis je retrouve des journalistes, et puis je continue à chercher des images. Et donc ce livre est à la fois le récit de ma survie, avec ma maman, de ces 2 mois qui nous ont menés jusqu'au convoi, mais c'est aussi le récit de cette enquête, puisque c'est véritablement une enquête avec des portes ouvertes, d'autres qui se ferment. Et au-delà de ça, tout un questionnement autour de la narration de cette histoire par notamment les médias occidentaux. Oui, alors justement, à la fin du livre, vous insistez sur cet aspect, sur l'idée que l'histoire de ce génocide, finalement, a été filmée, photographiée, non pas par des Rwandais, mais par des Occidentaux, Anglais, Français, Suisses, etc. Et que vous avez ressenti le besoin de vous réapproprier, en quelque sorte, cette parole, que ce soit vous ou d'autres Rwandais, d'ailleurs. Mais en l'occurrence, là, c'est de vous dont il s'agit. Oui, effectivement, en recherchant les images, donc photos ou vidéos, j'ai réalisé ce qui est assez logique à l'époque, que effectivement la plupart des images, il n'y en a pas énormément, mais il y en a eu cependant, ont été produites par des Occidentaux, des reporters étrangers qui venaient à ce moment-là. Il n'y a pas eu, comme on a pu avoir pendant la Shoah, une documentation par exemple par les bourreaux. Là, c'était essentiellement, quasi exclusivement, des photos et des vidéos prises par des étrangers. C'était destiné à informer soit les lecteurs, les lectrices, la population de ces pays, aussi les donateurs et les donatrices des ONG, puisque par exemple mon convoi a été photographié par 2 journalistes italiens qui avaient été envoyés par l'ONG pour documenter l'action, pour prouver que les donateurs, l'argent des donateurs était utilisé à bon escient, comme ça se passe souvent avec les ONG. Et j'ai réalisé que toutes ces archives, ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme des archives, dorment dans des cartons, dans des archives de ces organisations internationales, des médias ou des archives privées. Et à chaque fois que moi j'essayais d'y avoir accès, et encore aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Finalement, je n'y ai pas accès ou droit, et peut-être mon statut d'écrivaine m'a permis de défoncer quelques portes, comme a dit une amie. Et j'ai réalisé aussi qu'il y avait eu un narratif parfois incomplet, parfois faux, notamment quand il s'est agi des images qui sont encore aujourd'hui utilisées pour documenter ce qu'on appelle, alors avec des guillemets, il faudra revenir sur ce terme de génocide rwandais, présentant des images de bourreaux dans des camps de réfugiés comme étant des victimes. Il y a eu quand même aussi un amalgame et qui n'est pas encore complètement levé. Donc il y a à la fois, nous ne pouvons pas avoir accès, les images qui sont présentées sont parfois mal légendées, et donc faussent le récit dans les médias internationaux. Alors évidemment, il y a des journalistes qui font un travail formidable, et j'en cite quelques-uns, mais l'idée de se dire, le fait que nous, qui avons vécu cette histoire, et qui savons exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce que ces images représentent, puissions nous les récupérer pour nos archives personnelles, pour notre mémoire personnelle, mais aussi pour qu'on nous permette de les légender, de dire en réalité ceci représente cela et pas ce qu'on vous dit depuis 94, eh bien c'est absolument indispensable. À côté de travaux sérieux comme ceux évidemment que fait Hélène Dumas. Mais c'est aussi important de se dire qu'aujourd'hui, ceux qui étaient autrefois des enfants sont en mesure et en capacité de prendre la parole et d'ajouter leur narration, leur récit à celui des reporters internationaux. Alors, ça peut être bien de citer, vous avez 15 ans à ce moment-là, hein, je le précise parce que le convoi est normalement réservé à des enfants de moins de 12 ans.
Alors, il faudra lire le livre pour aller dans le détail, mais c'est un point qui n'est pas négligeable. Alors, par rapport à ce que vous dites, dès le départ, dans votre livre, mais aussi en conclusion, il y a la question de la non-intervention et du rappel du contexte dans lequel se déroule ce génocide. C'est-à-dire, nous sommes en avril donc 1994. Il y a une autre actualité par ailleurs qui est celle de la guerre en Bosnie, qui est aussi celle de l'élection de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et donc, il y a finalement une autre actualité qui concentre les journalistes. Et ce qui est assez ahurissant quand on lit vos deux livres, d'ailleurs, c'est le peu de présence de journalistes ou d'étrangers, d'une manière générale, y compris chez les ONG, au moment le plus grave, au moment précis, les 15 premiers jours, en fait, qui suivent le déclenchement du génocide. Est-ce que vous pouvez justement préciser cela? Parce que je cite de mémoire, je crois qu'il y a une vingtaine ou une dizaine de correspondants étrangers journalistes. À ce moment-là, à l'échelle du monde, c'est évidemment rien du tout. Oui, c'est assez peu. Et ce qui est encore plus ironique, c'est que la plupart viennent dans un premier temps pour, en tout cas, vont pouvoir circuler notamment dans la capitale Kigali en accompagnant l'évacuation des ressortissants étrangers. Donc l'intérêt du monde se porte aussi sur est-ce que les nôtres sont en sécurité. Et donc les 2 premières semaines vont servir à évacuer les Belges, les Canadiens, les Français, les Suisses. Il faut savoir que le Rwanda était un très bon élève de la coopération et de l'aide au développement. Alors on peut après se poser la question du résultat. De résultats. Et donc il y avait beaucoup de coopérants, de ce qu'on appelait à l'époque des volontaires du progrès, mais aussi des humanitaires, des religieuses et des religieux. Et donc les soldats français et belges qui arrivent les évacuent et repartent sans mettre leurs forces au service de ce qui pourrait être la fin des massacres. À ce moment-là, il y a également, depuis 93 pour les Français, il y a une force de maintien de la paix des Nations Unies qui s'appelle la MINUAR, qui au départ a été constituée de 2500 hommes. Ce que les génocidaires font de façon assez intelligente et macabre, c'est qu'ils commencent par tuer la première ministre de l'époque, qui était une femme hutu de l'opposition démocrate, qui donc s'opposait au génocide, et tuer les 10 casques bleus belges qui étaient chargés de sa protection. Et à partir du moment où ces 10 casques bleus belges sont tués, les Nations Unies à New York, contre l'avis du chef de la MINUAR, qui est un militaire canadien, décident de retirer aussi leurs troupes. Et de 2500 hommes, on passe à 270 personnes, essentiellement des civils, alors que le génocide est en train de se commettre. Donc, si les militaires français et belges venus pour évacuer les leurs et les militaires des Nations Unies avaient eu des ordres courageux ou au moins responsables en disant usez de vos armes pour arrêter les génocidaires qui pour la plupart étaient quand même des miliciens avec des machettes, ce génocide-là aurait été arrêté très rapidement. Ce qui me fait dire que à mon sens, il n'y a que la lâcheté et l'abandon de la communauté internationale et des pays dits développés qui devraient aujourd'hui être qualifiés de tragédie quand on parle du Rwanda. Hélène Dumas, vous souhaitez compléter ou réagir peut-être parce que oui, à ce point qui est un point évidemment central. Oui, c'est un point central parce que je crois que aussi le pacte moral et politique, civique sur lequel reposaient les sociétés occidentales en 1994, c'était quand même le plus jamais ça.
décrété la main sur le cœur depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le génocide des Tutsis a lieu à un moment où ce que Henri Rousseau appelle l'anamnèse de la Shoah est très puissante, c'est-à-dire le souvenir de la Shoah s'impose comme un sujet de société dans la société française en particulier. Et à ce moment-là, il y a une sorte de mise en abîme tragique du souvenir, par exemple, de, je sais pas, François Mitterrand qui va inaugurer la maison d'Isieux ou qui fait son discours à Oradour-sur-Glane en 1994, alors même que la France, en tout cas, les troupes qu'il a envoyées sur place, ont toujours soutenu le régime qui est en train de commettre un autre génocide. Mais c'est-à-dire le génocide, n'est pas reconnu dans sa dimension singulière par la communauté. Je dis la communauté internationale, mais les États qui la forment et les institutions comme les Nations Unies. Je pense que la lâcheté, l'indifférence et le racisme. Je pense que c'est les trois éléments qui permettent de comprendre le fait que les États et les institutions qui forment à ce moment-là la communauté internationale ne conçoivent ce qui se produit au Rwanda que comme une énième guerre tribale, guerre interethnique, parce que ce ne sont que des Noirs qui s'entretuent. Et ça, le président Mitterrand le dit quelques mois après la fin du génocide, lors du sommet France-Afrique de Biarritz en novembre 1994. Il explique qu'on ne peut pas demander l'impossible à la communauté internationale, encore moins à la France, quand des chefs d'État locaux ont décidé de régler leurs différends à la machette. Donc voilà l'analyse politique empreinte de racisme qui est apposée sur l'événement. Et je pense que c'est très important, voilà, de pouvoir reconnaître toutes les failles de connaissance et les failles morales qui ont conduit à ce huis clos terrifiant qui a été ce génocide. Et pour conclure, on en reparle, la parole va être donnée à la salle évidemment à la fin de notre échange, mais bien sûr vous évoquez, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, l'opération turquoise, qui est donc la protection en fait des Hutus à la fin du génocide. Je crois que quand on travaille sur l'histoire du génocide des Tutsis, il y a toujours un moment où on croise les Français, enfin les militaires français. Oui. Donc effectivement, mais il y a l'opération turquoise qui intervient donc en juin 1994, mais bien dès 1990, il y a des contingents qui sont envoyés pour former l'armée rwandaise et en particulier certaines des unités d'élite qui seront engagées dans le génocide dès les premières heures. Alors, Beata Moubieye-Mérès, votre livre est construit en 4 parties. Et la deuxième partie, en fait, est le récit des 2 mois, justement, où on assiste, c'est le terme qui est souvent utilisé par Hélène Dumas à travers les témoignages des enfants que vous avez recueillis, à une véritable chasse, comme si c'était des hommes qui chassaient des animaux. Cette animalisation, d'ailleurs, des Tutsis est quelque chose d'assez récurrent, hein, ça revient sans arrêt. Alors sans dévoiler le livre, peut-être est-ce que vous pouvez nous faire l'écho justement de la mise en place de cette chasse à l'homme, comment tout d'un coup il y a l'irruption autour de vous de cette espèce de tragédie assez incroyable. Justement, c'est pas tout d'un coup. Et c'est ça qu'il faut sans cesse répéter. Il y a eu une préparation. C'est aussi un des aspects d'un génocide. Mais je pense que jusqu'au dernier moment, on a espéré que ça n'arriverait pas. Et on ne pouvait s'imaginer que ça prendrait une telle ampleur. Néanmoins, à partir de 90 des années 90, du début des années 90,
avec le début de la guerre civile, donc avec le Front patriotique rwandais qui est constitué d'exilés qui ont fui les pogroms des années... depuis 1959, il y en a eu de très nombreux et qui, ne pouvant rentrer au pays pacifiquement, décident de prendre les armes. Et déjà, d'ailleurs, depuis les années 60, chaque fois que les Tutsis de l'extérieur exilés essayaient de rentrer, la République extrémiste Hutu massacrait les Tutsis de l'intérieur, qui étaient par ailleurs soumis à une politique de quotas, une politique de non-accès aux mêmes droits que les Hutus. Mais 90 va être un moment catalyseur aussi parce que le régime du président d'alors, Habyarimana, qui est en place depuis 1973, est à la fois fragilisé par ces Tutsis exilés qui veulent rentrer, mais aussi par des Hutus démocrates qui, dans le pays, réclament le multipartisme, réclament un pouvoir partagé, puisque le président en place a vraiment, avec ses proches et les gens de sa région du Nord, s'est accaparé tous les différents lieux de pouvoir. Et donc, en 90, moi, c'est un de mes premiers souvenirs, et encore, mon premier vrai souvenir personnel de violence, c'est l'assassinat de ma marraine, qui était une femme Hutu, alors de père Hutu, de mère Tutsi, mais donc c'est comme c'était le père qui donnait l'ethnie, c'était une femme Hutu du Sud, qui faisait partie de ces Hutus qui réclamaient le multipartisme et qui est assassinée à la fin des années 80. Donc, la violence, elle arrive à ce moment-là pour moi, sachant que j'ai été protégée de la violence, par exemple, qu'il y avait dans les écoles, dont certains des enfants dans son ciel unitaire parlent. Moi, j'étais dans une école internationale, donc on ne me faisait pas lever pour dire qui sont les Hutus, qui sont les Tutsis, levez-vous. Ça, c'était dans les écoles rwandaises. Ça, j'en avais été protégée, mais la violence, elle arrive vraiment avec l'assassinat de ma marraine, qui est une femme Hutu réclamant la démocratisation. Après, en octobre 90, il y a une rafle qui est organisée par le pouvoir d'Habyarimana, en disant les Tutsis qui ont attaqué de l'extérieur avaient forcément des... Ibgitso, ça veut dire des complices, voilà. Des complices, donc beaucoup de gens à Butare, dans la ville où j'habite, sont arrêtés, mis en prison, traités de façon absolument terrible. Et petit à petit, jusqu'en 94, une montée progressive d'une violence diffuse, mais continue, et de plus en plus manifeste par les médias, la mise en place de la radio des Mille Collines qui diffuse clairement des messages de haine anti-Tutsi. Le multipartisme arrive, donc ça nous donne de l'espoir parce qu'il y a des gens qui disent non mais ces histoires de Hutu, Tutsi, nous sommes une seule nation, on va vivre ensemble, etc. Et voyant cela, les Hutus extrémistes créent des mouvements extrémistes Hutus, les milices Interahamwe qui sont mises en place en 92. Et donc, dans la ville, on voit quand il y a des meetings du parti CDR, qui est le parti le plus extrémiste, l'équivalent du RN ici, quand ils ont des meetings dans la ville, on reste terré chez nous parce que c'est quand même des gens qui sont très menaçants et qui tiennent des propos haineux. Et même quand le génocide commence le 7 avril à Kigali et se répand rapidement dans les différentes préfectures du pays, il y a 10 préfectures à l'époque, Butare, on reste un îlot assez démocrate. C'est une ville très modérée, avec le seul préfet Tutsi du pays est à Butare. Donc jusqu'au bout, on se dit, ça n'arrivera pas jusqu'à Butare. D'ailleurs, des gens qui arrivent à quitter Kigali restent à Butare en disant, ici, on est en sécurité. C'est un peu comme si c'était la zone libre, quoi. Et il faudra que le président par intérim vienne à Butare le 19, c'est le 19, pour dire, bon, les habitants de Butare, maintenant, il faut que vous vous mettiez au travail. Le mot travail étant un euphémisme pour dire tuer les Tutsis. Donc, c'est pas soudain, pardon, j'ai fait une réponse très longue, mais pour dire que ça arrive comme ça. Oui. Et à partir du 20 avril, on tue à Butare, et à partir du 20 avril, ma mère et moi savons que nous sommes des proies, et qu'à tout moment, nous pouvons être tués. Donc, ça va être pour nous passer d'une cachette à l'autre.
aidée par... on habite dans un appartement qui fait partie d'une sorte de complexe hôtelier qui s'appelle l'hôtel Faucon et qui date de l'époque coloniale. Et il y a 2 employés de l'hôtel qui sont Tutsis, mais ont des cartes d'identité Hutu. C'est bien pour vous dire que ce n'est ni par le nom, ni par la façon de parler, ni par le physique qu'on peut déterminer si vous êtes Hutu et Tutsi. C'est vraiment... Et d'ailleurs, aux barrières, quand les gens ne vous connaissent pas, alors la majorité des gens sont tués par leurs voisins qui savent qui est Hutu et Tutsi, mais si on arrive à sortir de sa colline ou de sa préfecture, on vous demande la carte d'identité. Et ces 2 hommes-là ont des cartes d'identité, des fausses cartes d'identité. Et ils arrivent à... Et ils vont nous aider, nous protéger, nous nourrir pendant jusqu'au 7 avril. Et le 7 avril, on est découverte par... pardon, le 7 juin. Le 7 juin. Pendant 2 mois. On est finalement découverte par un Iguitelo, donc un groupe d'assaillants des miliciens. Et on arrive à s'en sortir parce que je me fais passer pour française grâce à ma peau métisse et à mon français sans accent. Et de là, on partira vers le lieu où sont organisés les convois. Alors, tout ça est écrit évidemment en détail dans votre livre, c'est assez sidérant. Un peu après, donc dans la 3e partie, vous détaillez tout l'aspect convoi humanitaire et vous avez cette phrase dans laquelle vous dites que finalement la manière dont ça a pu être organisé en 1994, ça pourrait plus se faire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça a pu se faire à ce moment-là, comment et pourquoi ça ne peut plus se faire comme ça aujourd'hui? Ça ne pourrait plus se faire comme ça aujourd'hui. Parce que les 2 humanitaires, enfin en tout cas Alexis Briquet, le représentant de Terre des Hommes suisse, arrive seul avec de l'argent, parce que Terre des Hommes a pas mal d'argent, il a de l'argent en cash, et il va passer par le Burundi, et au Burundi, il rencontre le consul d'Italie. Le consul d'Italie au Rwanda, qui a été évacué comme les autres étrangers. Et avec lui, ils vont vraiment essayer de rentrer en contact avec le gouvernement génocidaire, essayer d'avoir un accord. Je ne rentre pas dans les détails, vous les lirez dans les livres. Mais en tout cas, ce sont 2 hommes, et en tout cas pour l'humanitaire, c'est un homme qui prend des risques. Quand on connaît, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont travaillé dans des ONG aujourd'hui, il y a des protocoles très très stricts sur les questions de sécurité. Les gens, quand je suis allée présenter cette histoire aux jeunes humanitaires de Terre des Hommes à Lausanne aujourd'hui, évidemment, ils me disaient jamais on laisserait quelqu'un partir comme ça avec juste de l'argent et son courage immense. Et puis, oui, Alexis prend des risques. Il a failli se faire tuer, mais c'est pratiquement le seul qui prend ces risques-là à ce moment-là. Et ça a permis de sauver des gens. Mais quand il revient, il y a... oui, même au niveau de l'ONG, il y a une difficulté à reconnaître ce qu'il a fait. Et avec les autres ONG aussi, il y a des relations compliquées. Oui, par exemple, quand le premier convoi, quand il est organisé, là, comme nous, finalement, il y a des adultes qui arrivent à se glisser dans les camions et lui, il est seul avec quelques personnes. Et quand il arrive au Burundi, il y a quelqu'un de la Croix-Rouge qui dit mais il n'a pas du tout respecté le protocole, il a laissé sortir des gens qui n'auraient pas dû y être. Oui, mais il a sauvé des vies. Donc c'est aussi des logiques très administrativo-logistico-sécuritaires qui sont incompatibles avec une situation extraordinaire face à des individus, les miliciens, qui n'ont d'autre loi que celle de tuer et de tuer et de tuer encore. Et qui me fait dire que oui, et qui fait dire aux humanitaires d'aujourd'hui que ce genre de choses ne serait plus possible. Alors, Hélène Dumas, peut-être le regard de l'historienne sur justement l'ouvrage de Beata Umubieye-Marès, qui fait écho, qui complète en quelque sorte, c'est une pierre de plus à l'édifice de la transmission de la mémoire
une pierre évidemment essentielle. Voilà, comment vous avez réagi quand vous avez découvert ce livre? Alors je dirais que c'est aussi une pierre essentielle à l'histoire, à l'historiographie du génocide. Parce que je considère que Beata, elle a mené une enquête comme pourraient en mener des historiens, découvert des sources, des acteurs, des actrices de cette histoire, et que, pour ma part, j'estime que les historiens et les historiennes du génocide des Tutsis ne peuvent pas écrire l'histoire depuis enfermés dans une forme de tour d'ivoire scientifique, sans la parole de celles et ceux qui ont réchappé de cette expérience. Alors j'ai beaucoup appris en lisant le texte de Beata, beaucoup appris aussi sur un sujet que je trouve très intéressant, c'est la présence infime des témoins étrangers du génocide des Tutsis. Je trouve qu'il y aurait une étude générale à mener sur la vie de pourquoi est-ce que ces personnes-là sont restées, faire une forme de sociologie. Est-ce que c'est plus des religieux, des humanitaires, des personnes qui pouvaient être aussi liées conjugalement avec des Rwandais, des Rwandaises. Enfin, je pense que voilà, ça apporte aussi un éclairage sur ce qu'ont pu entreprendre finalement avec de l'argent certes, mais surtout avec beaucoup de courage, une poignée de personnes quand les Tutsis avaient été laissés condamnés à leur extermination. Donc voilà, il y a beaucoup de choses aussi dans le texte de Beata qui renseignent de l'intérieur sur l'histoire du génocide des Tutsis, et donc je pense que c'est aussi un grand livre d'histoire. Oui, il faut souligner effectivement que c'est 3 convois qui sont organisés par Terre des Hommes, qui sauvent 1000 personnes qui sont essentiellement des enfants, ce qui, dans le contexte de l'extermination et souhaité par et mise en place par les Hutus, c'est en fait considérable. C'est un cas d'espèce vraiment exceptionnel. Alors peut-être on va enchaîner sur le livre. Bien sûr, on pourra revenir sur le convoi, mais sur le livre Sensiel-Nitaire d'Hélène Dumas. Et dans les 2 cas, je crois qu'il y a le mot extermination qui est vraiment à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire ce projet de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Tutsis vivants, tout simplement, qu'ils soient âgés de 80 ans ou qu'ils soient des simples nourrissons. C'est assez terrifiant, parce que c'est précisément comme cela. Mais aussi l'idée qu'on doit oublier que les Tutsis ne doivent plus apparaître dans l'histoire, qu'on doit... Les Hutus disent, quand ils mettent à mort les Tutsis, que dans une génération, on ne se souviendra même plus que les Tutsis existaient. Donc il y a une volonté d'anéantissement qui est assez étonnante et absolue, comme ça, très radicale, qu'on retrouve donc dans votre livre Sensiel-Nitaire, qui est une recension de témoignages d'enfants, enfin de personnes qui étaient enfants au moment du génocide, qui, au moment de l'écriture, pouvaient être évidemment des adultes, mais donc qui ont rédigé sur des milliers de feuillets les témoignages des atrocités dont ils ont été les témoins et les victimes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot quand même sur cette volonté d'extermination, d'anéantissement qui semble complètement délirante, enfin obsessionnelle? Il y a quelque chose d'assez incroyable, unique. Je crois qu'on retrouve cette même logique de volonté d'éradication absolue, par exemple, dans les autres génocides, que ce soit le génocide des Arméniens ou la Shoah. J'ai lu récemment dans les livres de Marta Karayon, les Géographies des ténèbres, sur l'histoire de la Shoah, enfin de sa propre mère et grand-mère en Roumanie, qu'elle transcrit une déclaration d'Hitler qui m'a fait penser au Rwanda, puisqu'il dit, voilà, bientôt... les Juifs ne seront plus qu'un squelette exhibé dans un muséum d'histoire naturelle. C'est exactement le même projet qu'avaient les extrémistes Hutus lorsqu'ils ont mené le génocide des Tutsis. Évidemment, ils répétaient à l'envi, il ne faut plus que nos enfants sachent à quoi ressemblait un Tutsi.
Donc c'est cette volonté d'éradication, alors du passé, et ce qui a produit une politique très particulière de destruction des biens, contrairement à une idée reçue qui voudrait que, puisqu'on est en Afrique, dans un pays très pauvre, eh bien, une des principales motivations, si je puis dire, de participation au génocide serait l'esprit de lucre. Certes, il a pu y contribuer, mais néanmoins, quand on regarde la manière dont le bétail a été dévoré, sans logique aucune, logique économique du moins, quand on voit la manière dont les maisons des Tutsis ont été rasées et non pas habitées, réinvesties, on est bien obligé de se demander quelle logique est à l'œuvre. Et c'est une logique idéologique d'anéantissement, d'éradication. J'ai été frappée il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, on est regardé une colline avec une rescapée dans la région de Kadoua. Et elle voyait sur la colline les familles qui habitaient là avant 1994. Et puis elle a achevé sa phrase en disant « Imisozi Yambayobus ». Les collines sont nues. Voilà. Il n'y a plus les maisons. Il n'y a plus personne et il n'y a même plus les maisons. Il n'y a plus les bananeraies. Il n'y a rien qui rappelle que des familles ont prospéré sur ces collines. C'est ça le génocide. Alors, Hélène Dumas, donc, votre livre Sans ciel ni terre, c'est un livre de présentation et de publication de témoignages donc d'enfants, enfin d'adultes, mais qui racontent leurs souvenirs d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez recueilli ces textes, comment vous avez choisi de les travailler, de les présenter en quelque sorte? Ces textes, c'est des textes écrits. Hein. Donc, c'est des textes qui ont été écrits en 2006, donc 12 ans après le génocide, à l'initiative d'une grande association de rescapés du génocide qui s'appelle AVEGA, Association des veuves du génocide d'Avril. Donc, c'est important de souligner que ce sont des rescapés qui demandent à d'autres rescapés d'écrire l'histoire, leur expérience du génocide. Donc on est dans un entre-soi, dans un implicite qui est vraiment important pour comprendre la qualité très particulière de la parole qui nous est donnée à lire. Ces textes ont ensuite été encouragés, écrits à un moment aussi dont il faut souligner la singularité. Ils ont écrit pendant la période de deuil, Kionamo, maintenant on l'appelle Kuibuka, du souvenir, donc en mois d'avril. Et c'est aussi une période très particulière parce que c'est une période de reviviscence traumatique où très souvent dans les cérémonies de commémoration, les rescapés du génocide revivent au sens propre l'événement. Donc il y a une proximité temporelle, une proximité expérientielle par le mois d'avril. Et ils écrivent également une année, 2006, où s'ouvrent les procès Gachacha. Donc c'est le temps judiciaire et c'est pour les rescapés, pour beaucoup d'entre eux, c'est un moment d'intense insécurité. Insécurité physique et insécurité psychique. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les archives de l'association Ibuka, qui est une autre des grandes associations de rescapés du génocide, c'est vraiment le moment où se produisent le plus d'assassinats de rescapés du génocide, où se produisent le plus d'actes de vandalisme contre les mémoriaux, le plus d'actes d'agression. Donc, ils ont peur. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui explique l'espèce d'incandescence de leur écriture. Parce que ce sont des textes donc, qui ont été écrits en Kinyarwanda, bien évidemment, que nous avons traduits avec l'aide de personnes qui sont de vrais Kinyarwandophones, contrairement à moi. Mais j'ai néanmoins, et depuis c'est devenu une habitude, ressenti la nécessité de participer à la traduction pour rester au plus près du Kinyarwanda. Donc par exemple de demander à chaque fois quasiment de découper les mots pour aller
parce que le Kinyarwanda est une langue très belle, très complexe, et donc ça exigeait évidemment beaucoup de temps. Mais la première chose que je voulais ne pas faire, justement, le premier écueil que je voulais éviter en travaillant sur ces textes, dont j'ai senti tout de suite le caractère extrêmement précieux, je ne voulais pas trahir celles et ceux qui les avaient écrits en trahissant leur langue par une traduction trop lisse en français, trop éloignée Vous laissez du certains mots Kinyarwanda. d'ailleurs. Hein. Je laisse certains mots. Alors j'ai remis de la ponctuation, mais bien souvent il n'y a pas de ponctuation dans les textes pour que ce soit lisible. Et voilà, il y a un attachement particulier aux auteurs et aux autrices des cahiers, d'abord par le respect de leur langue. Voilà. Et j'ai pas voulu non plus, en pensant au livre, hein, ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai voulu que cette histoire, elle soit racontée par leur voix, et que, en tout cas, mon écriture à moi ne soit que une manière de lier un texte à un autre et d'essayer de faire rentrer les lecteurs et les lectrices dans l'histoire du génocide des Tutsis par la voix des enfants. Alors, quand on lit les extraits, puisque ce sont des extraits, pas forcément l'intégralité des textes, vous avez juxtaposé des extraits en les commentant les uns entre les autres. C'est une véritable litanie quand même difficile, hein. C'est un euphémisme. Mais vous ouvrez le livre en citant l'un des témoins qui dédie ce livre à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants et à ses arrière-arrière-petits-enfants. Donc il y a quand même cette idée que malgré la violence quasiment insoutenable de ce qui est décrit, il y a cette nécessité impérative de transmettre. Oui, et je crois que c'est aussi cette volonté de transmission qui est manifestée d'un texte à un autre, donc par les scripteurs de ces textes, qui m'a quelque part autorisé, qui m'a fait me sentir légitime à traduire ces textes en français et à les donner à lire à un public au-delà du public kinyarwandophone. De toute façon, ces textes n'avaient pas été publiés non plus au Rwanda, donc en Kinyarwanda, dans leur langue originelle. Mais si vous voulez, cette volonté vraiment réitérée de faire... Il y a même une enfant qui dit, voilà, vous pouvez vendre... Parce que ces petits cahiers d'écoliers, ils appellent ça... C'est leur livre. Hein. Vendez mon livre sur les étals de marché pour que le monde sache ce que nous avons subi. Donc, voilà, il y avait une forme d'obligation, après avoir lu ces lignes, également, à ma bien modeste échelle, essayer de relayer, de faire, à ma modeste échelle, œuvre aussi de transmission dans d'autres langues, dans d'autres espaces que celui du Rwanda. Alors, parmi les spécificités, en introduction, on évoquait quelques spécificités de ce génocide. Il y a quand même un des chapitres qui évoque le fait que beaucoup de Tutsis se sont réfugiés dans les églises. Vous parliez du fait que les Tutsis et les Hutus partagent en grande partie la même religion, et que dans les persécutions antérieures, les églises avaient pu être des lieux de protection, en fait, et que là, pas du tout. Donc, que les églises deviennent les lieux, en fait, du massacre, enfin un des lieux principaux, ce qui semble là aussi assez inattendu et démesuré par l'ampleur des massacres qui sont perpétrés. Vous pouvez peut-être développer un peu. Oui, c'est une question qui me paraît très importante et qui, à mon avis, n'a pas encore trouvé de résolution. Hein. Est-ce qu'elle en trouvera un jour? Je ne sais pas. Oui, si les Hutus comme Tutsis, en 1994, communient aux mêmes autels. Ils sont tous, la plupart sont catholiques. Et ce qui est quand même assez troublant, pour en rajouter encore au trouble, c'est que donc, dans les églises catholiques, dans les lieux du Rwanda où les catholiques sont majoritaires,
les Tutsis sont assassinés dans les églises catholiques par des catholiques et dans d'autres lieux, je pense par exemple à un lieu qui s'appelle Mugonero près de Kibuye où ce sont des adventistes du 7e jour qui ont fondé des missions depuis les années 30. Là, ce sont des adventistes qui tuent leur propre pasteur adventiste sur l'ordre d'un des pasteurs aussi, le jour du sabbat. Donc vous voyez, il y a à chaque fois des retournements, y compris des liens religieux. Et ça, voilà, les enfants en parlent dans leur texte. Je pense que c'était important de laisser aussi une part de cette expérience, à la fois de cette expérience de massacre, mais aussi c'est une expérience spirituelle. Je trouvais que c'était important de laisser, encore une fois, cette expérience spirituelle trouver à s'exprimer dans le livre. Et contrairement à là encore, ces textes d'enfants m'ont beaucoup fait réfléchir et beaucoup fait progresser dans ma compréhension de l'histoire du génocide. Il y a parfois des lieux communs sur le fait que les survivants se sentiraient coupables d'avoir survécu. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils expriment, justement parce que c'est Dieu qui sauve. Donc il n'y a pas de question à se poser sur une forme de culpabilité parce que cette foi, elle demeure. Et c'est aussi très, très fort de constater que cette foi, elle est certes interrogée pendant le génocide, mais elle n'est pas abandonnée après. Donc voilà, il y avait des dimensions de l'expérience qui étaient racontées dans les textes, qui me semblaient très importantes à restituer. Et tout comme les enfants ont parlé beaucoup de leur rapport aux animaux, qui est complètement inversé pendant le génocide, là où les serpents terrifiants deviennent les meilleurs amis des enfants, parce que c'est eux qui les protègent. Et alors que les chiens qui sont de l'espace, les animaux de l'espace deviennent très dangereux. Les chiens sont des chiens de chasse, littéralement. Voilà. Donc il y a tout ce rapport aussi au familier, au sauvage, qui est bouleversé pendant le génocide et que les enfants racontent. Alors, Beata Umubiyi-Mérès, est-ce que vous pouvez nous parler de votre réaction, de votre perception du livre d'Hélène Dumas, à la fois en tant qu'écrivaine, mais aussi, bien sûr, en tant que rescapée? À mon sens, Sans ciel ni terre est un des 3 livres les plus importants qui ont été écrits à ce jour sur le génocide contre les Tutsis du Rwanda. En allant chercher et en restituant ces paroles d'enfants, paroles orphelines, Hélène Dumas a mis le doigt sur quelque chose, à mon sens, qui est vraiment fondamental, qui est une espèce de malentendu confortable pour le monde, consistant à dire qu'un génocide est indicible. Alors que je pense qu'il est surtout inentendable, inaudible. Ces enfants disent. Et effectivement, ces textes, ce livre est une traversée de la plus grande cruauté du récit de l'horreur de ce qu'a été ce génocide, du degré de sophistication de la mise à mort qu'ont déployé les extrémistes hutus. Néanmoins, ils ont réussi à dire, à écrire, à partager au monde. Et s'il y a un message que je voudrais vous faire passer ce soir par rapport à ce livre, c'est oui, il est certainement, et même pour moi, il a été d'une lecture difficile, peut-être encore plus pour moi, évidemment. Mais si vous avez le courage de le lire, et je vous y enjoins, alors on cessera de dire que c'est indicible, on reconnaîtra que ça a été dit, que ça a été écrit, et il faut juste que le reste du monde fasse sa part et entende et accueille cette parole et cette histoire. Bien, merci. Alors, on va passer rapidement la parole à la salle. Moi, un mot peut-être avant sur
puisque là, on est sur l'après, sur l'après-génocide. Qu'est-ce qui se passe après ? Et vous avez évoqué, et vous l'évoquez chacune dans votre livre, la question des tribunaux, qui là aussi sont très spécifiques à ce génocide, à la fois par le nombre de personnes accusées, qui est astronomique, mais en même temps aussi par la façon dont ces tribunaux sont composés, dont ils fonctionnent. Est-ce que vous pouvez un petit peu résumer et nous dire où on en est en fait de tout ça? Oui, alors le génocide... Sachant que dans le film, pardon. Oui, il en est question, justement. Voilà, dans le film une grande partie du public a déjà vu et il en est largement question. Des fameuses juridictions gacaca, donc ce sont ces tribunaux rwandais qui ont été ad hoc, qui ont été mis en place à partir au tournant des années 2000 pour essayer de venir à bout d'un contentieux qui était colossal, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont participé au génocide. Je parlais tout à l'heure des destructions de biens. Les destructions de biens et les pillages forment la cohorte la plus importante des personnalités qui ont été des personnes qui ont été traduites devant les tribunaux. Mais il faut beaucoup de monde pour assassiner plus d'1 million de personnes en moins de 3 mois. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été traduits devant la justice parce que l'État rwandais, donc après le génocide, donc la victoire militaire du Front patriotique rwandais qui met fin au génocide, l'État aurait pu se dire il y a trop de gens à juger, le système judiciaire est à terre, on décrète une amnistie générale. C'était inimaginable dans le contexte post-génocide, et même 10 ans après, 15 ans après, parce que depuis les Beata, on en a parlé tout à l'heure, depuis les années 60, depuis 1959, en 60, en 61, en 63, en 73, il y a une litanie de massacres qu'ont subi les Tutsis qui n'ont jamais été sanctionnés. Et cette impunité et l'impunité portée à son degré ultime pendant le génocide, eh bien, elle a évidemment favorisé le génocide des Tutsis. Donc il fallait apporter une réponse judiciaire. Donc il y a eu les gacaca, après il y a aussi le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est plus classique, dirons-nous, et puis, là il faut aussi le souligner, les juridictions nationales. Donc en France, on a jugé jusqu'à présent 8 personnes et condamné 8 personnes pour leur participation au génocide des Tutsis. Voilà, donc pour faire un tableau très rapide. Bien, merci. Alors, on va passer aux questions de la salle. J'imagine qu'il doit y en avoir. On va passer un micro. Monsieur au 3e rang, à droite. En attendant que la question se pose, je vous invite aussi à lire le premier livre d'Hélène, qui, comme le second, ont été écrits avec, certes, une grande intelligence, mais aussi une très grande délicatesse qui vous fait rentrer dans l'histoire du génocide des Tutsis du Rwanda, d'un point de vue très humain, et en même temps avec une rigueur, et un génocide au village parle notamment beaucoup des gacaca. Oui, tout à fait. Alors, une question. Oui, Madame Mérès, votre livre n'est pas de ceux qui laissent indifférents, il n'est pas de ceux dont on dit après la lecture, après avoir tourné la dernière page, ça a été une agréable lecture, ou le contraire, j'ai détesté ou j'ai aimé. Ce qui m'a intrigué, c'est dans la première partie, le développement que vous accordez à l'écriture et à la difficulté d'écrire. Peut-on même écrire sur le génocide, sur la Shoah bien sûr, mais sur les génocides? Est-ce qu'il est possible d'écrire? Il semble que quand vous parliez des enfants ont réussi à le faire, mais il y a là quelque chose qui m'a semblé un écueil avec un point d'interrogation que vous avez sans doute bien résolu.
Je ne sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle Zone de retrait. La zone d'intérêt, plutôt. C'est toujours moi qui me... La zone d'intérêt. La zone d'intérêt raconte l'histoire d'une famille allemande qui vit à proximité d'un camp dont le silence et la douceur n'est troublé que par des balles qui parviennent du camp, ou bien encore par le fait ou les cris que l'on entend. Ce qui fait que ma question, en effet, concerne le génocide. Y a-t-il une spécificité du génocide, c'est-à-dire quelque chose qui aurait à voir avec, mettons, la notion de clivage, l'impossibilité de reconnaître en même temps que l'on reconnaît. Voilà, est-ce que ça dit quelque chose ? Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à votre question. Je n'ai pas vu le film, j'ai lu le livre de Martin Amis, donc c'était Zone of Interest. Au début, c'était un roman, qui est quelqu'un qui, par ailleurs, avait beaucoup lu, c'était pas un survivant de la Shoah, qui avait beaucoup lu, qui était très passionné par la littérature de Primo Levi. Et je ne suis pas sûre de comprendre votre question, mais c'est quelque part la question du bien et du mal, enfin la question du mal surtout. Peut-on écrire sur ce mal-là absolu qui fait que l'humain essaye d'exterminer un autre humain, des semblables, et il me semble que toute la littérature née des génocides tourne autour de cette question-là et ne l'épuisera jamais. Je pense que l'écriture n'est pas, en tout cas, que ce soit les textes que j'ai lus ou ce que moi je tente de faire, n'apporte pas de réponse à cette question-là, mais c'est une tentative de récit qui est offerte au monde. Et venant des rescapés, je pense qu'il y a quelque chose de généreux d'aller écrire sur ça et de parler au monde, un monde qui nous a regardés être exterminés les yeux grands fermés. Et ce n'est pas uniquement pour le génocide des Tutsis. Les Alliés savaient qu'il y avait des camps d'extermination et ne les ont pas démantelés. Mais c'est une tentative de continuer à explorer cette question-là. Et à travers cette écriture, à mon sens, ce que nous tentons de faire, c'est reprendre langue avec l'humanité dont on a essayé de nous exclure. Ce n'est que ça, mais je pense que c'est déjà beaucoup. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est... Non, je suis ici. C'est pas grave. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce que les pourcentages que vous avez donnés sur les populations Tutsi et Hutus sont à peu près identiques ? Et est-ce qu'il y a des Tutsis qui sont... des rescapés Tutsis qui sont revenus 30 ans après ? Et ma dernière question, elle est liée à des conflits qui sont juste à la frontière du Rwanda, à RDC, autour de la ville de Goma. Est-ce que ça participe à des mouvements, des combats interethniques, ou c'est purement économique pour l'appropriation de richesses locales ? Il nous faudrait une heure. Tu veux répondre ? Oui, alors pour votre première question, je dirais qu'aujourd'hui, depuis 1994, il n'y a plus de Hutus, il n'y a plus de Tutsis, il n'y a plus que des Rwandais. Donc, il n'y a plus de chiffres. Parce que ces chiffres étaient des constructions politiques qui n'ont plus cours depuis le génocide.
Voilà. Et effectivement, pour le Congo voisin, c'est aussi une des secousses sismiques du génocide des Tutsis. C'est aussi lié à la fameuse opération turquoise qui a permis, je crois que la communauté internationale et particulièrement la France ont une responsabilité historique dans cette crise parce que les responsables du génocide se sont implantés dans des camps au Zaïre à l'époque, qui étaient tout proches de la frontière rwandaise et n'avaient d'autre dessein que de terminer le travail, se reconstituer en force milicienne et armée pour provoquer donc des incursions au Rwanda et poursuivre la grande œuvre du génocide. Donc vous imaginez que pour le pouvoir qui venait juste de mettre fin précisément à ce génocide, une telle menace était intolérable, d'où la première guerre du Congo. Et on vit aujourd'hui toujours avec les derniers membres de ces milices Hutus extrémistes qui continuent de poser problème à cette frontière rwando-congolaise. Mais je pense, Beata, si tu peux peut-être compléter, parce que c'est pas une question non plus dont on est particulièrement spécialiste. Moi non plus. Je veux revenir sur la première question. Au lendemain du génocide, les nouvelles autorités décident d'abolir cette fameuse carte d'identité qui date des années 30, sur laquelle la première ligne, c'est ethnie, Hutu, Tutsi, toi. Et donc décrète, nous sommes tous et toutes des Rwandais, on ne s'identifie pas comme ça. Évidemment, c'est une décision. Après, ça va prendre, et ça prend encore des décennies pour défaire ce récit-là, ce récit raciste, dans les consciences. Donc, la nouvelle génération aujourd'hui, plus de 65% de la population rwandaise aujourd'hui, est née après le génocide. Pour cette nouvelle génération, elle grandit dans un pays où, officiellement, dans aucune institution, dans aucune structure sociale, on est identifié en tant que Hutu ou Tutsi. Dans l'éducation, il a fallu aussi que les manuels d'histoire soient revus de fond en comble et qu'on raconte la vraie histoire, c'est-à-dire que les Hutus et les Tutsis, c'était des catégories socio-économico-politiques qui dataient d'avant la colonisation, mais ne vivaient pas dans un antagonisme tel qu'il a été produit après la colonisation, qu'il y a donc une nation, un peuple rwandais, et que c'est à ce titre-là que le nouveau Rwanda veut se construire. Ça prend du temps. Mais quand on parle à des jeunes de 25 ans aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne s'identifient pas avant tout comme ça. Ce qui se passe dans les familles, dans les histoires qui sont racontées, c'est une autre chose, et ça prend du temps long. Dans un de mes romans, je dis le pays a été réparé, la réparation des cœurs, elle, et je n'apprends rien aux Français, moi quand je suis arrivée en France en 94, l'Europe était là, mais dans les familles, on parlait encore des Allemands avec des noms que je ne rappellerai pas ici. Mais ce qui se passe dans les familles, c'est plus long. Mais en tout cas, d'un point de vue institutionnel, politique, ce travail-là est fait et est fait de façon sérieuse. Donc effectivement, il n'y a plus de statistiques, fort heureusement. Sur la question de l'ex-Zaïre, qui s'appelle aujourd'hui République démocratique du Congo, pour compléter ce qu'a dit Hélène, et on est ici à l'Université populaire d'histoire, c'est bien ça, ce qui est vraiment catastrophique, je dirais, aujourd'hui dans la plupart des médias occidentaux, c'est que dès qu'il s'agit de l'Afrique, on oublie de penser au temps long et on ne pense qu'au présent. Et j'ai mis en exergue de mon tout premier livre, qui est un recueil de nouvelles qui s'intitule « Ejo », une des phrases qui m'ont le plus frappée à l'époque où je pensais même pas encore devenir écrivaine, mais où il y avait quand même un rapport à la littérature qui était fort, c'est dans Les années de Annie Ernaux. Et elle résume très très bien le rapport que les Français peuvent avoir à ce continent. Elle dit au sujet du Rwanda, je cite de mémoire,
on avait moins envie de s'intéresser au Rwanda, faute de distinguer qui des Hutus ou des Tutsis étaient les bons ou les méchants. Depuis toujours, penser à l'Afrique remplissait de torpeur. Il était tacitement admis qu'elle vivait dans un temps antérieur au nôtre, et ces mots ne semblaient jamais devoir prendre fin. C'était le continent décourageant. Et il y a depuis toujours ce réflexe, et je pense qu'il faut aussi intervenir peut-être dans les formations de journalistes, cette idée de voir les choses uniquement dans un temps court, comme si, comme a dit un président français, pour l'homme africain, il n'est pas rentré dans l'histoire, et donc chaque jour, c'est le présent, le présent, le présent. Sauf que ce qui se passe en RDC, Hélène a rappelé le temps des 30 ans du génocide contre les Tutsis du Rwanda et de l'arrivée de 2 millions de Hutus, dont une partie venait de commettre un génocide avec leurs armes et leur haine qu'ils ont importées au Congo. Mais avant ça, ce territoire de l'Afrique a été colonisé par la Belgique avec des populations rwandaises qui ont été amenées par les colons au Congo pour travailler dans les mines. Et avant ça encore, avant que les frontières occidentales n'aient été tracées, il y avait des populations rwandophones qui vivaient depuis le XVIIIe siècle dans un territoire qui aujourd'hui est considéré comme le Congo. Donc il y a des populations congolaises qui le sont depuis des décennies, voire des siècles, qui sont rwandophones, mais comme il y a des centaines de langues différentes au Congo, et qui aujourd'hui, de par une actualité beaucoup plus récente, sont considérés comme étrangers. Donc on revoit la même logique consistant à dire ce sont des étrangers, comme on l'a dit des Tutsis en 94. Et donc ce qui se passe au Congo, certes il y a une question de minerais et c'est le grand drame de ce pays, mais il y a aussi une question d'antagonisation, d'ethnisation qu'il faut resituer dans le temps long, et je vous invite à lire une tribune d'historien qui a été publiée dans Libération il y a 2 mois, je crois. Et donc, vraiment, c'est de dire à chaque fois qu'on vous parle d'une crise sur le continent africain, il est important de la resituer dans le temps long et de ne pas la voir uniquement par la lorgnette d'une violence qui explose ou de questions d'appropriation de biens et de terres, mais une construction éminemment politique et historique. Si je peux me permettre juste de compléter un tout petit peu par rapport à ce que vous dites dans votre livre, vous dites que les 3/4 des Tutsis ont été assassinés. Hein, pour répondre à la question en termes de chiffres, malheureusement. Voilà. J'avais deux questionnements. Je fais partie des gens qui ont vu le film avant la conférence. Le premier, c'est un peu naïf, mais comment se fait-il que les États occidentaux, à commencer par la France qui se targue d'être le berceau des droits de l'homme, ne soient pas intervenus? Parce que je comprends très bien qu'on hésite quand en face on a Poutine avec l'arme nucléaire et tout, mais c'est pas le cas. Enfin, on avait des machettes là, donc je crois que l'État français a encore les moyens militaires de combattre des machettes. Donc je ne comprends pas cette non-intervention. Et j'ai l'impression que c'était parce qu'il n'y avait que des vies à sauver. Alors est-ce que c'est exact? Et ma deuxième question, c'est vraiment... je suis resté scotché sur ce film et toujours un peu choqué. Alors est-ce que c'est vraiment un cas exceptionnel, les 2 témoignages de la fin? Mais en parlant de réconciliation, on voit le père d'enfant tenir la main du bourreau de ses enfants en disant lui je le pardonne, c'est mon meilleur ami entre guillemets, ou je donnerai ma vie pour lui. Moi je suis pour la réconciliation évidemment, mais à ce point-là ça fait syndrome de Stockholm plus, et je crois que... Enfin, je ne comprends pas. Alors, c'est peut-être mon côté occidental, ma culture qui fait ça. Est-ce que ce sont des cas quand même très exceptionnels et il reste un ressentiment ou c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette culture? Merci. Bien, merci pour vos questions. Alors, je ne sais pas si je vais répondre peut-être on pourra répondre à votre deuxième question en aparté, comme ça on ne spoile pas le film pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Et je voulais juste faire une précision sur par contre, répondre à votre question sur l'absence d'intervention de l'un des pays occidentaux en capacité armée d'arrêter le génocide. Et peut-être sur la France, en fait, maintenant, ce sont des faits historiquement établis par un gros travail d'archives et de recueil de témoignages qui a été mené depuis 30 ans, mais aussi par le travail de la commission qu'a dirigé Vincent Duclerc entre 2019 et 2021 sur la politique française au Rwanda entre 1990 et 1994. Je vais dire la France par facilité, mais c'est essentiellement ici François Mitterrand, son entourage et son entourage direct, son entourage à la fois civil et militaire, qui ont engagé notre pays à l'époque dans une politique de soutien inconditionnel au régime qui préparait puis qui a commis le génocide. Donc si vous voulez, la France est un peu un cas à part dans la communauté, parmi la communauté internationale, parce qu'il ne s'est pas seulement agi de ne pas intervenir, il s'est agi de soutenir politiquement, militairement, diplomatiquement. Pourquoi ? Il semble, là encore, qu'il faille recourir à une tentative de compréhension de ce qu'est l'Afrique. Voilà, déjà, quand on dit l'Afrique avec une majuscule, il y a un problème, mais c'était comme ça que François Mitterrand voyait le continent. Il considérait que, je vous la fais courte, il considérait que les militaires du Front patriotique rwandais qui ont attaqué le Rwanda en 1er octobre 1990 n'étaient pas légitimes à revendiquer une participation au pouvoir pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils étaient soi-disant minoritaires. Alors là, c'est en vertu de ce discours où on fait de la statistique raciale. Et deuxièmement, surtout parce que encore une fois, dans la vision qu'avait François Mitterrand de cette partie du continent africain, le FPR était anglophone. Alors déjà, c'est faux, parce que si une partie effectivement du commandement du FPR a grandi en Ouganda, déjà de force parce qu'ils ont été forcés à l'exil, l'immense majorité aussi des hommes de troupes du FPR sont aussi francophones que les Rwandais l'étaient, puisqu'ils ont grandi au Burundi et au Congo. Donc voilà, déjà pour vous donner une idée du biais par lequel ces événements sont regardés. Et donc, François Mitterrand, il lui est insupportable de voir un régime ami de la France menacé par une bande de rebelles anglophones qui, évidemment, seraient soutenus par le grand complot anglo-saxon avec les États-Unis et la Grande-Bretagne en appui. Donc voilà. Et je pense que pour le reste de la communauté internationale, il faudrait évidemment pour chacun des pays mener des enquêtes singulières, mais en tout cas, le dossier français, maintenant, il est relativement bien connu, même s'il reste encore beaucoup de choses à savoir. Voilà. Oui, sur ce que vous avez vu dans le film, je pense qu'il y a des questions qu'on pourrait poser aux réalisateurs aussi, parce que il y a toujours la question de qu'est-ce que les gens font en face d'une caméra et qu'est-ce qu'ils font en face d'une caméra tenue par un blanc et qu'est-ce qu'ils font dans leur vie privée quand ils restent entre eux. Est-ce qu'il y a aussi l'idée qu'il faut performer la réconciliation parce que c'est ça que le monde attend du Rwanda? Il y a eu, dans les semaines qui ont suivi le génocide, par exemple, des organisations de grandes prières par l'Église catholique rwandaise, et notamment les étrangers qui disaient maintenant il faut se réconcilier. Donc de la même façon qu'il y a parfois
l'idée de dire c'est indicible de la part des gens qui ne veulent pas entendre. De la même façon, le monde peut attendre, et notamment l'Occident face à l'Afrique, que les gens fassent la paix, comme on demande à des enfants de faire la paix. Maintenant, c'est terminé. Et c'est toujours intéressant de voir qui regarde, qui raconte et à qui c'est raconté. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il y a eu effectivement la volonté au niveau de l'État rwandais de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait au lendemain du génocide? Est-ce qu'on se venge pour ceux qui ont pris le pouvoir, dont une partie sont des Tutsis qui avaient des familles au Rwanda? Ou est-ce qu'on fait... Alors, ça n'a jamais été une option pour le Rwanda, mais ça l'a été pour Hubert Védrine, qui, le fameux Kissinger français, de façon absolument irresponsable et très violente, a dit, en fait, la solution, c'est qu'il faut faire un Hutuland et un Tutsiland. Ça n'a jamais été envisagé par le Rwanda, bien évidemment, qui avait conscience qu'il y avait une nation rwandaise, mais ça a été de refaire nation, refaire pays avec ça. Donc c'est passé par la justice, on en a parlé avant, c'est passé par un travail de mémoire. Aujourd'hui, il y a des mémoriaux, dans tout le pays, il y a des commémorations qui sont organisées depuis 1994. Mais c'est passé aussi par l'idée de dire il faut qu'on vive ensemble. Et une réconciliation à l'échelle politique était indispensable. Donc on refait, on se réunit. Et donc là où le film met le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la réparation d'un pays. Qu'en est-il de la réparation des cœurs? Et à quel moment est-ce que une décision nationale politique qui se justifie entre en résonance ou non avec le vécu des individus à l'échelle d'une colline, quand les rescapés n'ont eu d'autre choix que de vivre côte à côte avec leurs bourreaux. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que les rescapés représentent moins de 5% de la population. Donc c'est des gens qui ont dû prendre beaucoup sur eux, d'ailleurs le président rwandais l'a dit, pour que les gens puissent vivre ensemble, continuer à vivre ensemble, pour offrir aussi une paix et un pays en paix pour leurs enfants et les générations d'après. Et donc on en revient, alors tout à l'heure c'était la question du mal, ça c'est la question d'après le mal, et de qu'est-ce que l'être humain est en capacité, quels sont les ressorts que l'être humain est en capacité d'utiliser pour survivre véritablement, avec cette humanité-là qui l'a trahi. Alors, il nous reste juste... Merci beaucoup. Merci. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire l'une et l'autre pourquoi vous avez souhaité qu'on présente ce film ce soir? De manière très synthétique. Merci. Moi, j'ai trouvé que c'était un grand film de sciences sociales sur précisément comment est-ce que... Enfin, on voit à l'image des liens qui se rétablissent ou qui ne se rétablissent pas après le génocide. Et j'ai trouvé aussi que cette quête autour des 3 enfants était aussi quelque chose de très beau, une quête à laquelle les historiens et les historiennes sur ce génocide devraient s'atteler, justement pour sortir des chiffres, mais s'attacher aux personnes. Il y a plusieurs choses, il y a des choses qui me parlent beaucoup, il y a des choses qui me dérangent dans ce film, comme ce dont on vient de parler. Mais moi, ce qui m'a aussi particulièrement touchée en lien avec mon livre, et on ne va pas tout raconter pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais c'est l'idée qu'il y a eu 3 enfants sur une colline qui ont été tués et qu'on n'a plus aucune trace d'eux, il n'y a plus de photos, il n'y a que la mémoire des bourreaux et de ceux qui ont assisté à ce crime, et à partir de cette chose ténue et extrêmement fragile et incompréhensible à la fois, un récit se fait. Et ce récit-là, pour moi, et c'est la force du récit, et c'est la force de ce que
on fait en tant qu'être humain depuis la nuit des temps, c'est de sauver de l'oubli des vies, des images, et de reconstituer ça. Et on en a besoin de se raconter. Et c'est un pied de nez incroyable à ceux qui voulaient justement effacer complètement ces enfants de la surface de la Terre. Un grand merci à toutes les deux. Merci beaucoup.